Alors c'était au décès de mon père, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, que je suis devenu propriétaire de la Faucille. C'est un château qui est peut-être pas le premier château, parce que c'est un site castral très ancien, qui remonte à l'époque médiévale. Il y a eu probablement un manoir fortifié, puisque le pont sur lequel on passe comporte une arche en bois qui était l'ancien pont-levis. De l'époque médiévale, il y a encore une glacière qui est entièrement taillée dans le schiste, qui est sans doute assez rare dans la région. Il y a une fuie, c'est-à-dire un pigeonnier. Il y a différents éléments qu'on peut voir encore dans la rivière qui sont des restes de l'époque médiévale. Et le château actuel est du XVIIe, mais peut-être avec des transformations depuis le XVe. On a aujourd'hui une présentation d'une propriété 17e qui est dans un écrin qui est resté très authentique et qui fait aussi une valeur. Et c'est la raison pour laquelle ont été engagées une extension de protection pour englober également certaines parties qui l'entourent, des ouvrages hydrauliques, la glacière, mais aussi l'écrin paysager, mais pas que paysager, parce que c'est un paysage qui est anthropisé, qui a été réalisé aussi pour des raisons de valorisation, mais aussi pour des raisons de chasse, pour des raisons de domaine. Et puis cette très grande allée qui est absolument magnifique, qui est une très belle introduction à cette architecture. C'est pour toutes ces raisons que la protection a été faite, à la fois individuellement, à la fois collectivement. C'est un château donc, qui est construit avec les matériaux qu'on trouve ici, c'est-à-dire la pierre de schiste, puisqu'ici on est dans une zone où le schiste est présent partout. C'est un schiste qui est ocre dû à la présence du fer, ce qui donne, l'enduit a disparu, quand il y a du soleil, une assez jolie couleur. Les encadrements de portes, fenêtres, lucarnes et corniches sont en tuffeau, qui est aussi la pierre de l'Anjou qu'on ne trouve pas très loin. C'est une toiture à la mansarde, faite en ardoise. Quand on est arrivé à la demande de M. Dubourg-Bril, la préoccupation c'était surtout les toitures du château. Il n'y avait pas eu de campagne de travaux importante, au moins depuis les années 50. Et la toiture était très fuyarde. Les ardoises qui étaient posées au clou étaient très endommagées, beaucoup se détachaient régulièrement. Il y avait beaucoup d'entretien, mais qui n'était plus suffisant. Et à chaque nouvelle tempête, on avait des infiltrations qui se renouvelaient dans les combles. On a aussi constaté que tous les ouvrages de charpente avaient souffert de des infiltrations et puis tous les ouvrages de pierre qui concernaient surtout les grandes lucarnes et puis les corniches étaient également très dégradés. On s'est rendu compte tout de suite que les pierres étaient fissurées par le temps et vraiment désolidarisées de la maçonnerie. La pierre était vraiment très usée, elle devient poreuse et farineuse, donc nous sommes obligés de l'échanger pour remettre de la pierre neuve. Une fois les couvertures déposées, on aperçoit tous les détails de la pierre, les raccords avec la charpente. Et c'est là qu'on peut dessiner chaque lucarne pierre par pierre et décider du volume de pierre qu'on remplace. L'objectif dès le départ, c'est de garder le maximum de pierres d'origine pour l'intérêt scientifique et historique de l'édifice et d'essayer de ne remplacer que l'essentiel. Une lucarne, c'est composé d'un appui, de jambage, d'un linteau et d'un fronton. En phase de chantier, il s'avérait que sous les zincs qui étaient encore en place, la pierre était à la fois ruinée, mais il n'y avait plus de joints, il y avait des éléments disloqués. Donc l'ensemble des appuis était à reprendre et sur les jambages également, on avait des grosses pathologies, alors que sur les frontons, on avait souvent plus de matière conservée avec la lecture des moulures. Nous avons commencé déjà par déposer toutes les lucarnes qui ne tenaient plus.
Toutes les têtes de lucarne étaient quand même bien tenues entre elles. Mais au niveau des jambages, plus rien ne tenait. Toutes les pierres étaient désolidarisées les unes des autres. Du coup, à la dépose, ça venait tout seul, quoi. Ça aurait pu tomber. Les corniches étaient ruinées quasiment à 100%, il n'y avait plus de volume de moulure. La pierre d'origine, c'est un tuffeau gris. On ne la trouve presque plus beaucoup, ce tuffeau-là. On remplace aujourd'hui par du tuffeau qui est plus blanc. Au départ de chantier, il y a le calpineur qui arrive pour relever toutes les cotes, pour transmettre à l'atelier les dimensions qu'il faut et puis les moulures qu'il faut. Toutes les pierres sont numérotées. On a des plans pour ça. Donc chaque pierre a sa dimension et chaque pierre a sa position. Donc les feuilles de débit sont envoyées au débiteur qui va couper les blocs capables. Et en parallèle, les panneaux sont réalisés pour que le tailleur de pierre puisse après tailler les différents éléments. Ils dégrossissent à l'atelier, nous les emmènent sur le chantier et nous, on n'a plus qu'à poser et après faire une finition, une taille fine. Au départ, pour poser la corniche, on met un jeu de règles avec un peu de colle pour faire un lit de pose, pour pouvoir régler la pierre bien à plomb. Les pierres de corniche arrivent, elles sont déjà pré-taillées, pré-formées. Donc pour le réglage, c'est bien plus facile. Et après, on a juste à faire une petite finition fine dessus et faire des joints. La corniche, elle est reposée en deux assises, ce qu'on appelle en deux parties. Une partie basse et une partie haute. Pour démarrer une pose de pierre, il faut déjà avoir mouillé un petit peu le support, poser un peu de colle, ce qu'on appelle un lit de pose. Ensuite, on dépose la pierre sur ce lit de pose-là. Nous procédons à un réglage au niveau pour mettre les jambages d'aplomb. Et ensuite, il y a de la maçonnerie à refaire de pierre derrière, sur l'arrière de ces pierres-là, pour pouvoir les bloquer et bloquer tout l'ensemble de jambages. On monte les jambages en même temps pour ne pas avoir trop de différence de hauteur et pour voir un alignement de façade correct. Le compagnon prend le plan de calepin avec lui, il ravitaille sa lucarne par les treuils et les moyens de manutention, donc il ramène ses pierres. Ensuite, il implante le départ, il va piqueter les joints horizontaux, il va les piqueter, les joints verticaux. Il y a une saignée qui sera faite dedans qu'on appelle pas de doigt. Souvent, il n'y a pas beaucoup de joints entre deux pierres, c'est très fin. Donc on met un coulis de chaux, c'est de la chaux et de l'eau. On coule ce joint-là pour faire une alliance entre les deux pierres. La pose d'une lucarne comme celle qu'on a ici, il faut compter 2 semaines à peu près, jusqu'à la finition, joint, tout terminé. La première phase de chantier a duré quasiment 1 an parce que c'est là qu'on a découvert tous les types de pathologies, les points singuliers et qu'on a mis au point les différents moyens de les traiter. C'est dans cette phase-là aussi qu'on a fait les choix de pierres, les types de finition des joints, des enduits et des rendus des lucarnes par exemple. Et on voit bien que là, sur les deuxièmes phases, on va être plus efficace et plus rapide et finir le chantier en moins de 2 ans au final. C'est un chantier qui est effectivement remarquable parce que c'est un chantier qui est une volonté d'un propriétaire, un engagement fort humainement, financièrement. L'importance d'intervenir aujourd'hui sur cette charpente et sur cette phase de travaux permet
en plus de sauver le patrimoine qui aurait été en péril dans un moyen terme, de conserver aussi cette authenticité. Ce que nous apporte aujourd'hui le patrimoine, c'est un travail avec ce souci des générations à suivre. Je trouve que c'est un témoignage aussi du temps qui passe, un côté un peu romantique dans ce patrimoine qui est agréable, qui nous permet aussi de découvrir une échelle de temps qui est un peu différente. Ça amène aussi un peu à la méditation, peut-être aussi un peu à la contemplation.